Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Vous écoutez Transfert et aujourd'hui, comme promis, c'est un épisode spécial parce que ça fait tout juste 1 an que le premier épisode est sorti et pour fêter cet anniversaire, on a décidé de faire un épisode coulisses dans lequel on va vous raconter comment on travaille, revenir sur certaines histoires de cette première année et répondre à des questions que vous nous avez envoyées. Et je voulais faire ça depuis très très longtemps, avant même qu'on sorte le premier épisode, on parlait déjà de raconter les coulisses. Je sais pas si tu te souviens, Baptiste. Oui, c'était une très bonne idée, donc je suis content que ça se concrétise enfin. 1 an après. Et donc je suis avec Baptiste Etchegaray, qui a réalisé le tout premier épisode de Transfert. C'était l'histoire d'Hugo, qui espionnait ses voisins. Avec Alexandre Moniol, qui a réalisé quantité d'épisodes. Je ne sais pas si tu veux en citer quelques-uns. Oula, alors il y a l'histoire de Pauline et sa fameuse fiche Bristol. Qui avait atteint des records d'audience. C'est ça, il y a le souvenir aussi de Marion. Terrible souvenir. Il y a aussi l'histoire du supporter de foot, Philippe, qui va être réconcilié avec son histoire familiale à travers la demi-finale France-Allemagne. Et dernièrement, il y a les tourments d'une première histoire d'amour, c'est celle de Julia. Qui était amoureuse de son professeur. C'est ça. Et on est aussi avec Pauline Thompson, surnommée Machine de guerre par Alex, parce qu'elle compose en un temps record des morceaux pour la plupart de nos épisodes. Bonjour Pauline. Salut, c'est moi la machine de guerre. C'est toi la machine de guerre. Et la première chose que je voudrais vous faire écouter, c'est ceci. Je crois que si c'était à refaire, je referais pas tout ça. Enfin, il y a un truc de... Ouais, il y a une petite honte, quoi. Je trouve que c'est embarrassant d'avoir fait ça et je suis pas fier de moi. Et je pense que j'ai pu les déranger sérieusement et être une épine dans leur pied. J'espère qu'ils n'ont pas déménagé à cause de moi. Mais je crois pas, enfin, d'après ce qu'ils ont dit sur leur blog, ils sont pas partis à cause de moi. En même temps, je les vois mal raconter, oui, on est parti à cause d'un psychopathe qui nous a fait vraiment trop peur pendant 4 ou 5 ans. Voilà, donc cette voix, c'est la voix d'Hugo, très, très reconnaissable. Qu'on aime beaucoup. Oui, c'est ça, qu'on a toujours plaisir à réentendre. Et donc, c'était lui qui incarnait le premier épisode de Transfert. C'était donc son histoire, son espionnage de ses voisins qui avait duré des années. Il avait même voulu aller jusqu'à leur mariage. Oui, c'est ça. Au dernier moment, il s'était rendu compte qu'effectivement, il était peut-être allé loin. Peut-être un peu trop loin. D'où ce qu'il dit là dans le son qu'on n'avait pas passé dans l'épisode final. C'est un inédit où effectivement, il se rend compte qu'il est peut-être allé un peu loin et il en est pas très très fier. Alors, comment tu l'avais rencontré à l'époque ? Alors, tout simplement, un ami d'amis. Je l'avais croisé déjà plusieurs fois. Je ne connaissais pas son histoire, cette histoire-là, mais on m'avait dit Hugo a une histoire incroyable de voisin, ce serait génial qu'il te la raconte. Et pour nous, c'était parfait parce que c'était le moment où on commençait à choisir, à trouver des personnages, à définir des histoires. Et on avait envie d'histoires qui, à la fois, racontent des choses personnelles, des gens qui racontent des histoires singulières à la première personne, que ce soit du vécu, que ce soit des histoires racontées vraiment de façon narrative, avec des péripéties et racontées visuellement, qu'on puisse vraiment s'imaginer être avec eux. Et dans le même temps, on voulait des personnes qui aient suffisamment d'auto-analyse, d'introspection, pour avoir un recul, pour nous dire ce que ça avait remué en eux, ce que ça avait provoqué et si ça avait un peu changé leur vie. Et donc, pour nous, c'est vrai que Hugo, c'était, pardonnez-moi l'expression, c'était un peu vilain, mais un client idéal, parce qu'il était dans les deux façons d'être à la fois très bon dans l'histoire, dans la narration, et en même temps dans l'introspection. Il fait ce va-et-vient en permanence, et ce qui fait qu'on est tous accrochés à son histoire. On s'identifie à lui, finalement, même s'il va loin et qu'il est un peu fou parfois. On se dit que peut-être, nous-mêmes, on pourrait devenir un peu obsédé par quelqu'un, par un voisin, et aller parfois un peu loin. Voilà. Donc c'est vrai qu'il était parfait pour un premier épisode, et il a d'ailleurs plutôt bien marché. Il a effectivement très très bien marché, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui découvrent Transfert en arrivant par ce premier épisode. Il y a le dessinateur Boulet, il y a quelques semaines, qui était sur Twitter et qui disait « Oh là là, je viens de découvrir les podcasts de Transfert, je suis en train de hurler tout seul dans mon salon » parce qu'il était en train effectivement d'écouter l'histoire d'Hugo qui est assez fascinante. Et ce qu'on cherchait aussi au début, je crois, c'était vraiment des gens qui ont un rapport au langage particulier. On se disait que c'était fatigant parfois d'entendre dans les médias une parole de com',
une parole un peu lisse, des éléments de langage, ceux qui sont portés par les hommes et les femmes politiques en permanence, etc. Et on voulait des gens qui puissent raconter avec précision leur ressenti, leur vie. Et c'est vrai que là, dès qu'on retrouve la voix d'Hugo, ça fait ce plaisir-là de quelqu'un qui emploie les justes mots, qui cherche les bons mots pour les mettre sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a ressenti, etc. Oui, ce que j'aime bien, effectivement, c'est qu'il y a une gourmandise à raconter son histoire. On sent qu'il adore la raconter. D'ailleurs, il dit lui-même, il a beaucoup raconté son histoire. Il dit au début, pour faire mon intéressant en soirée, j'aime bien la raconter. D'ailleurs, je ne sais pas s'il continue à la raconter maintenant qu'il a atteint peut-être l'audience maximum qu'il pouvait imaginer, espérer, maintenant que c'est passé sur Transfert. Je ne sais pas s'il continue à la raconter, mais en tout cas, on sent effectivement un plaisir des mots, un plaisir du vocabulaire, de la précision. Et ça, c'était, c'est du bonheur pour nous, hein. Quand on interviewe une personne comme ça, c'est hyper agréable. Après, en montage, je sais pas, j'ai dû l'écouter 50 fois, son histoire, après avoir monté des heures, et c'était un vrai plaisir de l'écouter, et comme c'est un plaisir de l'écouter dans la vie, parce qu'effectivement, il parle comme ça en vrai, hein, il s'est pas créé un personnage, c'est lui, il parle comme ça, et puisque je parle de lui, je le connais un tout petit peu, je voudrais rassurer les auditeurs qui parfois avaient l'impression qu'on avait affaire à un dangereux psychopathe. Il n'est pas du tout psychopathe, il n'est pas fou, c'est quelqu'un de très équilibré, mais qui effectivement, comme tout le monde, a des obsessions, et qui parfois peuvent aller loin, et je trouve intéressant que lui-même, il le disait dans le son, que au moment où il va à leur mariage, il se voit être, à ce moment-là, il se voit faire, et il se dit là, je franchis une ligne. Et c'était intéressant, justement, dans cette analyse, cette introspection, qu'il puisse le développer, le dire. Et je trouve que lui-même, finalement, arrive à montrer qu'il n'est pas complètement fou. Mais c'est ça qui est rigolo, moi je trouve, dans l'histoire d'Hugo. Et il y a cette phrase qui a marqué, je pense, beaucoup d'auditeurs qui ont entendu cet épisode. C'est eux qui ont fait grandir le monstre. C'est quelque chose qu'il dit pas à la toute fin, d'ailleurs, on y reviendra, mais c'est quelque chose qu'il dit dans l'épisode. Et je trouve que c'est ce qui est fascinant chez lui, c'est cette capacité d'introspection, le désir de raconter et d'accepter de raconter. Il y a quand même pas beaucoup de gens dans Transfert, mais je pense dans la vie en général, qui acceptent de raconter des histoires dans lesquelles ils ont vraiment pas le beau rôle, quoi. Et en même temps, à côté de cette capacité d'analyse et de réflexion, quand même une forme de déni, de dire oui mais c'est pas que moi, oui mais c'est pas si grave, oui mais quand même ils étaient très beaux, j'avais très envie de les regarder. Mais il pose la vraie question qui est les plus fous, est-ce que c'est lui qui a très envie de les voir et de s'immiscer dans leur vie, ou est-ce que c'est nous collectivement qui nous mettons en scène en permanence sur internet, en photo, sur Facebook, sur Instagram. Donc j'aimais bien en tout cas qu'il pose cette question-là. Et pour la petite histoire, je me souviens que dans son couloir chez lui, il y avait une affiche d'Antonin Artaud, donc ce poète, écrivain connu notamment pour ses troubles psychiatriques, et il m'avait dit en riant, tu vois, quand je passe devant l'affiche, ça me rassure, je me dis, il y aura toujours plus fou que moi. Et voilà, du coup, je trouvais que c'était une façon de montrer que le plus fou n'était pas forcément celui qu'on croit. Oui, et puis en plus sur les réseaux, on a vu des gens dire mais c'est qui ce type, etc. Mais il y avait aussi des gens qui disaient mais je suis tellement comme ça. Mais moi aussi j'ai tellement envie. Et moi j'ai quelques copains qui m'ont dit mais c'est moi. Oui. Sauf que lui il ose le dire et il ose le faire, mais en fait j'en meurs d'envie. Du coup je vous propose qu'on écoute un autre extrait qu'on a retrouvé, qu'on n'avait pas mis dans l'épisode initial non plus. Qui est assez mignon. J'aime bien cet immeuble. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré des nouveaux voisins, parce qu'il y a eu un peu de changement dans mon immeuble. Et ma voisine Nicole, que j'adorais, a déménagé. Et j'ai croisé des gens dans la cage d'escalier. J'ai dit bonjour, gna gna gna, comment vous vous appelez? Vous êtes les nouveaux? Moi, je m'appelle machin. Et donc, je discute un peu avec eux. Et ils me disent, et sinon, vous, ça fait longtemps que vous êtes dans l'immeuble? Et là, en fait, j'ai réfléchi qu'avec les derniers départs, en fait, il y a Marie, ma voisine du premier étage, avec qui je cancane, et moi, et qu'on est les vétérans. Et du coup, j'ai eu une espèce de vision de moi comme étant, peut-être qu'un jour Marie va partir, j'en sais rien, comme étant la plus vieille personne de l'immeuble, celui qui connaît tout sur tout le monde et qui a trop cette espèce de curiosité. Et je me suis vu devenir comme ma voisine du premier étage, ce qui me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment une femme que j'adore et elle est vraiment super chouette. Mais je me suis dit, un jour, je serai peut-être cette personne, cette espèce de gardien d'immeuble qui est là depuis toujours et qui connaît tout sur tout le monde et qui aura enfin réussi. Voilà, et donc, effectivement, là, c'était une autre chute possible pour notre épisode, là, ce qu'on vient d'entendre. On s'était posé la question de savoir comment on termine. Toi, Baptiste, tu avais très envie de terminer sur, effectivement, cette phrase très, très forte de « c'est eux qui ont fait grandir le monstre ». Oui, je trouvais ça beau parce que c'était effectivement une façon, alors effectivement, de rejeter la faute sur l'autre, de dire c'est la faute de Steph et Joe, c'est de leur faute à force de se mettre en scène. Et puis, j'aimais bien l'idée de terminer sur monstre. Il le disait bien. Mais c'était une jolie fin, celle-ci aussi.
On ne l'a pas gardé, parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix. On essaie de pas faire trop long non plus pour garder l'attention de l'auditeur. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée aussi qu'il ait envie d'être le vétéran de cet immeuble, et d'être un peu la mémoire de l'immeuble, d'être le dernier, et d'être ce gardien d'immeuble, comme il dit, qui a réussi. Je suis content qu'on puisse la passer aujourd'hui, d'imaginer une autre fin possible. Moi, justement, Baptiste, ce que je voulais savoir, c'est que, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il a aussi un petit ton ironique dans la voix, tu sais, un truc un peu malicieux. Ouais. Et comme si il était étonné, lui, au fur et à mesure qu'il raconte son histoire. Et je voulais savoir si, en fait, après coup, il s'est dit c'est peut-être trop. Ou... Je n'ai pas l'impression qu'il ait regretté de m'avoir dit tout ça. Mais je pense, alors là, c'est mon interprétation à moi, qu'il m'a peut-être dit parfois un peu plus, parce qu'il voyait bien que ça me plaisait. Il sentait bien que ça allait sans doute plaire aux auditeurs. Oui, il se moque de lui-même, non ? Et que peut-être, oui, quand il va jusqu'à dire qu'il aimerait ce gardien d'immeuble, vétéran, il se raconte un peu son histoire à lui. C'est-à-dire que je pense qu'il aime se mettre en scène, quand même. Ouais, avec un langage très imagé, en plus. Oui. Et il disait aussi dans le son qu'il avait vu récemment Fenêtre sur cour d'Hitchcock, et qu'il avait trouvé finalement que c'était beaucoup moins fort que sa propre histoire, que c'était un vulgaire thriller, alors que son histoire à lui était tellement plus forte de voyeurisme. Et donc voilà, c'était assez gonflé, mais voilà, ça lui ressemble assez. Ouais. En tout cas, cette question de qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on garde, sur quelle chute on s'arrête, c'est une question, c'est la question qui nous taraude à peu près à tous les épisodes. Et je me souviens par exemple dans une des histoires que tu as tournées toi, Alex, celle de Sébastien, qui est une histoire extrêmement difficile, extrêmement douloureuse. Moi, je pense que c'est une des plus dures qu'on ait diffusées. C'est l'histoire d'un garçon qui vit une enfance très violente, avec un père qui a une double vie, et qui raconte comment toutes les violences psychologiques de son enfance montent en lui, et comment il va devenir quelqu'un de violent au fur et à mesure. Il a un rapport de colère avec son père, de force aussi. Exactement. Et en plus, il avait une sœur handicapée. Et ça faisait partie de l'histoire, ça faisait partie de tout ce qui nourrissait son malheur. Et en même temps, on se disait, mais c'est pas possible, on peut pas parler de ça en plus. Et on a dû couper, par exemple, des choses comme ça. En fait, c'est aussi une des problématiques quand on fait un épisode de transfert. C'est que tu as des histoires qui sont plus riches que les autres. Et quelquefois, ça s'empile. Et comme dans l'histoire de Sébastien, si tu veux, c'est l'histoire de sa sœur handicapée, pas aimé par son père, du coup ça rajoutait du malheur au malheur un peu. Donc en fait c'est pour ça qu'on a préféré entre guillemets faire le deuil et se concentrer sur le rapport de violence et de colère qu'il avait avec son père, quoi. Ce qui est dur aussi avec Transfert, c'est que souvent ce sont des histoires difficiles, ce sont des histoires douloureuses, et l'idée c'est quand même pas de plomber les auditeurs, c'est pas de faire des histoires déprimantes, c'est qu'on puisse en tirer quelque chose, c'est qu'on puisse en tirer des réflexions, des analyses, qu'on puisse s'identifier éventuellement, en tirer des leçons de vie pour nous, si on a des éléments en commun avec certaines des personnes qui racontent leurs histoires, et pas de sortir en ayant envie de se jeter par la fenêtre. Ouais, puis il faut de la décence aussi pour les personnes interviewées, en fait. Et là, par exemple, dans l'histoire de Sébastien, ça lui a beaucoup servi. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il prenait du recul et qu'il pouvait poser un regard sur son histoire, avec laquelle il était très mal à l'aise auparavant. Et du coup, ça lui a permis de faire une sorte d'analyse à travers... Une analyse éclair. C'est ça, à travers notre pré-interview, nos rendez-vous successifs, et aussi à travers le tournage, quoi. Et d'ailleurs, Sébastien, je l'ai rappelé pour savoir un petit peu ce qu'il en restait de cette expérience et de ce tournage de transfert. Ça m'a permis de faire une très grosse introspection sur ma vie, sur tout ce qui s'était passé. Ça m'a permis déjà de m'écouter en parler, chose qui n'était jamais arrivée, et de pouvoir analyser toute ma vie comme si c'était quelqu'un qui m'a raconté. Donc là, quand j'ai fait écouter le reportage à ma famille, ils ont pu vraiment savoir ce que moi j'avais vécu et comment je l'avais vécu. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? T'as eu des retours ? J'ai eu quelques retours, oui, plus ou moins inattendus. Ma mère a pu s'en excuser, en tout cas, chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, puisque pour elle, elle pensait avoir bien fait les choses et m'avoir préservé, puis elle s'est aperçue qu'en fait, pas du tout. Mon petit frère, lui, s'est effondré en larmes en s'apercevant de tout ce que moi j'avais vécu, en les préservant, en essayant de les mettre un peu à part de tout.
Donc eux, je les ai préservés un maximum, mais ils n'étaient pas au courant de tout ce que moi j'avais vécu. Et Sébastien, il y a ta femme aussi qui a réagi, notamment sur ton comportement après ce podcast. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Je n'étais plus dans la colère et dans l'expulsion, puisque j'avais tout expulsé au cours du reportage. Donc mes pensées étaient vraiment sereines. Il n'y avait plus de colère, il y avait plus d'angoisse, plus de haine. Et du coup, même au niveau avec mon fils, j'étais beaucoup plus serein, puisque ne serait-ce que des fois les traits de caractère qui ressurgissaient liés à mon père, moi je savais du coup d'où il venait, et ça me permettait de pouvoir les gérer plus facilement, et ça m'a permis d'avancer beaucoup plus au niveau de ma famille. C'est hyper fort ce qu'il dit. On a l'impression que effectivement c'est une petite thérapie. Ah ouais, ça lui a beaucoup servi. Ouais. Il était jamais allé voir un psy avant, et en gros il a décidé de dire oui, de faire cet épisode de transfert avec moi pour un petit peu faire ce travail, ou du moins un début de travail. Et d'ailleurs c'est une histoire que j'ai trouvée via Pauline avec sa fameuse fiche Bristol qui s'enfonce là dans sa relation amoureuse. Et comme Pauline, Sébastien, lui, il avait pour projet d'écrire un livre. En fait, il voulait marquer le coup, quoi, et un peu solder son histoire et ses souffrances. Donc il l'a fait à travers. À travers un podcast. Ouais, voilà. Et ce que ça peut changer aussi, ces épisodes, c'est la manière dont les auditeurs peuvent envisager les choses. Et je sais que moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que, par exemple, après avoir entendu l'histoire de Lucille et Thomas, qui sont ce couple amoureux depuis des années, qui a des enfants, etc., qui a rencontré une troisième personne et ils ont vécu du coup une histoire en polyamour, comme on dit. Et moi, j'ai des amis qui m'ont dit, mais du coup, je réfléchis à envisager mon couple autrement, et je pense qu'en fait, il y a d'autres manières de vivre que ce que je croyais. Et je pense qu'il y a ça aussi que peut faire transfert, c'est-à-dire changer parfois en entendant la parole de personnes qui ont vécu des choses différentes, la manière dont nous, on envisage le monde. Et du coup, on a reparlé à Lucille et Thomas, on est allé leur demander comment ça allait depuis, comment ils avaient vécu le podcast, etc. Donc on les écoute. En fait, moi, de mon côté, dans ma famille, les gens n'étaient pas au courant. Il était question de leur en parler un jour, quand peut-être on allait passer à une étape supérieure ou quelque chose comme ça. Et donc, de mon côté, c'est plus... mon frère a écouté le podcast et a tout appris en l'écoutant. Ça s'est nettement moins bien passé. Plus parce que il aurait, je pense, apprécié que je lui en parle avant d'en parler à une audience de gens que je ne connais pas. Et c'est toi qui lui avais fait écouter ? Tu lui avais dit, voilà, j'ai participé à un podcast, j'aimerais bien que tu l'écoutes, ou il est tombé dessus par hasard ? Non, en fait, dans ma famille, mes parents me suivent sur Twitter, mon frère aussi, on est tous amis Facebook, et donc j'ai publié le lien vers le podcast parce que, de façon naturelle, on va dire, sans forcer qui que ce soit à l'écouter, et donc par curiosité et parce qu'il a bien compris que ça parlait de Lucille et moi, il a écouté. C'était dans un sens plus facile, c'était une sorte de coming out simple, c'est-à-dire effectivement sans lui dire écoute ça, je savais bien qu'il allait l'écouter quand même, et ça a évité d'avoir à prendre mon téléphone, ce que j'avais pas fait depuis des mois, ce que j'aurais voulu faire depuis des mois, et ça m'a évité de devoir le faire face à face, quoi. Et Lucille, t'as eu aussi ce genre de retour, de surprise, de découverte ? Alors moi pas tellement, parce que je m'étais pas cachée à l'époque. Sur mes amis, il y avait des gens qui avaient même rencontré M à l'époque. J'ai eu des retours positifs dans le sens où les gens qui ont écouté ont été touchés par les mots et par la simplicité de l'histoire qui avait l'air sur le papier très compliquée. Et du coup, je me suis sentie assez soutenue. Il y a eu des réactions négatives évidemment, mais au moment du podcast, quand il a été publié, j'avais un peu peur des réactions des gens. Ouais, et globalement, elles étaient positives. Moi, ce qui m'a fascinée, c'est qu'il y a plusieurs personnes autour de moi qui ont écouté cet épisode, et ça les a bouleversés, quoi, au point qu'ils se sont interrogés sur leur couple, sur leur mode de vie, sur des choix possibles qu'ils avaient jamais envisagés, et tout à coup ils se disaient mais en fait il y a d'autres options, quoi. Globalement, les gens posent beaucoup de questions. Alors j'en parle encore plus
c'est beaucoup plus frais pour moi en ce moment parce que après des années à digérer cette rupture et à en parler, et il s'est rien passé pendant des années. Et puis il y a quelques temps, j'ai rencontré quelqu'un d'autre encore. Donc du coup, on est encore dans une situation de ce type actuellement. Et du coup, je me retrouve encore confrontée à devoir le présenter, l'expliquer, un peu me justifier. Et c'est principalement moi qui fais ça parce que je suis la personne qui est au milieu de tout ça. Et du coup, en général, et ça m'arrive et c'est vrai, d'envoyer le lien vers le podcast. Et comment elle s'est lancée, cette nouvelle histoire de polyamour ? Par hasard, quelqu'un que qu'on connaissait avec Thomas depuis très longtemps sur un Twitter. On s'est revus lors d'une fête, un nouvel an. On s'est vus pour boire un verre après, et puis après ça a vite dérivé pour ma part. Et ça a été l'occasion de beaucoup de communication avec Thomas. C'était une personne qui était libre, et du coup s'est posé la question aussi de sa place, en plus dans le cadre de notre famille où on a quand même 3 enfants, donc du coup il faut définir sa place là-dedans. Et vous l'envisagez de la même manière que l'histoire avec M, c'est-à-dire est-ce que Thomas, tu es aussi ami avec cette personne ? Est-ce que cette personne vient chez vous, voit les enfants ? Alors, ça a mis plus de temps à se mettre en place pour une raison très simple, c'est que cette fois c'est un autre homme, et sans doute par une sorte de sexisme intégré, j'ai eu un petit peu plus de mal à l'accepter. Je n'ai pas repoussé, j'ai pas rejeté cette relation, je m'y suis pas opposé du tout, mais ça a été un peu moins simple. Mais vraiment, je pense que pour l'avoir analysé, il n'y a pas d'autre raison que le fait que, effectivement, être le seul homme du couple, c'était plus simple à gérer pour moi. Et là, d'être 2, il y avait forcément inconsciemment une sorte de petite compétition ou de rivalité. Mais il s'avère que ça c'est quand même... On a maintenant une relation très saine. Je suis sans doute moins ami avec lui que je l'étais avec M, mais on s'entend très bien. Il est venu voir les enfants plusieurs fois. Lucille est même déjà allée à Paris avec notre fille aînée pour notamment lui rendre visite et faire des activités. C'est-à-dire que les gens, d'un point de vue extérieur, ont sans doute cru que c'était peut-être lui le père de cette petite fille. Donc effectivement, maintenant ça se passe très bien et de façon très saine. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on mélange encore pas tout, c'est-à-dire que il a un rapport un peu de ami de la famille avec les enfants. C'est juste un ami de la famille un peu présent et un peu cool. Mais il ne rentre pas du tout dans le schéma parental vis-à-vis d'eux. C'est plutôt quelqu'un avec qui ils aiment beaucoup discuter, jouer, parler de jeux vidéo, et ça en reste là. On n'est pas prêt encore et on n'a pas envie, et je pense que c'est pas sain de tout mélanger. Et dans la première histoire avec M, Thomas, tu disais que la jalousie, c'était un sentiment qui t'était en fait assez étranger. Est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce qu'avec cette histoire de rivalité, en quelque sorte, ou envisagée, ressentie comme telle, t'as découvert ce que c'était la jalousie ? Je l'ai découvert de façon quand même extrêmement limitée. C'est-à-dire que effectivement, je pense que de toute façon, à chaque nouvelle relation de Lucille, si jamais il y en avait d'autres à l'avenir, ce qui a priori pour l'instant n'est pas le cas puisqu'il semblerait que la relation qu'elle mène actuellement soit durable, mais si jamais il y en avait d'autres, je pense qu'à chaque fois se posent de nouvelles questions. C'est comme si on repartait un petit peu à zéro. Et donc là, il y a eu un peu de jalousie au début, mais c'était quand même très léger. Ça m'a pas empêché de dormir, je l'ai pas extrêmement mal vécu. Et maintenant, il n'y a plus aucune jalousie, vraiment. Par exemple, pas plus tard qu'avant-hier, je me suis rendu à Paris et c'est avec lui que j'ai choisi de passer une demi-journée juste à 2, sans Lucille. Moi, je peux dire pour ma part que je sais de sa bouche que c'est pas quelqu'un de jaloux et que la situation... il l'a jamais envisagé comme problématique. C'est-à-dire que on en a déjà parlé tous les deux et qu'il pense que ça fait partie de moi, que ma vie avec Thomas et mon amour avec Thomas fait partie de moi, et du coup c'est comme ça qu'il m'aime aussi. Et est-ce qu'il a écouté le podcast, lui ? Oui, parce que du coup on se connaît depuis longtemps et qu'à l'époque à l'époque du podcast il avait écouté. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, à l'époque du podcast, donc il n'était pas du tout avec Lucille. Je pense même que ni Lucille ni lui ne pensaient qu'un jour ils seraient ensemble. Et il nous avait envoyé un message super mignon, très amical, avec plein de cœurs,
pour nous dire que ça l'avait beaucoup touché. Après, moi, je l'ai réécouté quand il est sorti, et même une fois supplémentaire entre-temps. Et je trouve que c'est un super beau souvenir et quelque chose qu'on va garder parce que je trouve les mots de Thomas très touchants. Et on a enregistré séparément parce qu'on voulait pas interférer dans nos témoignages. Du coup, j'ai pas entendu sur le coup ce que Thomas a dit et je l'ai découvert quand le podcast a été diffusé. Et j'avoue que ça m'a beaucoup émue. Donc c'est vrai que rien que pour ça, rien que pour avoir nos visions l'un et l'autre a posteriori, à froid, je trouve que c'est une très belle chose, ça nous a apporté beaucoup. Voilà, donc c'est Agathe Le Taillandier qui avait tourné cette histoire de Lucille et Thomas quand ils avaient raconté leur première relation en polyamour. Et je pense que ces sons qu'on vient d'entendre répondent notamment à Alex, un auditeur qui nous a écrit « Y a-t-il déjà eu une personne qui s'est reconnue dans le podcast et qui aurait repris contact avec le narrateur? Si oui, ce podcast a-t-il eu un rôle de stimuli chez l'intéressé? Y a-t-il eu une réconciliation ou toute autre dynamique comportementale de sa part ?» Donc je pense que l'histoire de Thomas et de son frère notamment qui a appris son histoire de polyamour à travers le podcast rentre dans ces réponses-là. Et récemment, d'ailleurs, il y a eu l'histoire d'Élise, l'art difficile du dialogue amoureux. Il y a un auditeur qui m'a contacté du coup par message privé sur Twitter et pour me demander si je pouvais faire passer un message à Élise parce que l'histoire l'avait touché, il s'était reconnu dans cette histoire. Et du coup, j'ai dit oui. Et il m'a envoyé un mail, un long mail que j'ai transmis à Élise. Donc oui, il y a beaucoup d'auditeurs qui se reconnaissent dans les histoires. Ça crée des grandes toiles entre les auditeurs et les personnes qui nous racontent leurs histoires. Et du coup, on peut écouter aussi une autre question d'auditrice qui nous a envoyé un son par mail, ce qui est vraiment très très agréable de recevoir vos sons par mail. Ça fait assez drôle la première fois. Et là, c'est Raphaël. Alors moi, je me demande déjà pourquoi avoir choisi le nom transfert. J'imagine que c'est un peu pour le procédé psychanalytique. Mais quoi d'autre ? Je me dis peut-être c'est parce que c'est un peu comme les petites décalcomanies qu'on trouvait dans les Malabar. Genre, on s'approprie une image, une histoire, puis on sait jamais sur quoi on tombe. C'est ça qui est cool avec votre podcast, d'ailleurs, je trouve, le côté open, sans cadre précis, sans question, comme si la personne était un peu dans mon salon à me raconter son histoire. J'adore. Je me demande aussi comment vous trouvez les gens. Quand on y pense, les histoires des gens, c'est vraiment inépuisable comme matière. C'est authentique, puis ça varie, et puis c'est fascinant. Enfin, moi, ça me fascine. Tout le monde a une histoire un peu insolite à raconter, mais comment ? Parce que c'est souvent intime quand même. Donc, comment vous faites pour qu'ils vous racontent leurs histoires ? Moi, mon histoire préférée, c'était celle de Marion. Je l'ai réécoutée plusieurs fois. Elle m'a troublée, elle m'a un peu fascinée, cette histoire. Parce qu'au-delà de ses souvenirs et tout qui ressurgissent, c'est aussi que la dérive est proche, quoi, qu'elle est possible. C'était fou. Elle me ressemble, cette fille, je trouve. Et ensuite, est-ce que vous allez rester sur cette fréquence aussi ? Moi, j'adore parce que c'est pas trop souvent. Donc, ça donne un peu de valeur à chaque histoire, je trouve. Je suis pas là à compter les jours, mais je suis contente quand ça tombe. Et puis, du coup, on en parle. J'en parle avec mon mari, avec mon père. Enfin, j'aime bien. En tout cas, c'est vraiment le job de rêve que vous faites là, je trouve. Votre podcast, il est cool. Moi, j'adore. Bravo à vous. Elle a raison, Raphaël. C'est vrai que c'est pas mal ce boulot qu'on fait quand même. Vraiment. Ça motive en tout cas de recevoir de tels messages. Oui, et puis de l'entendre avec son bébé dans les bras. Enfin, je pense que ça doit être son bébé dans les bras qu'on entend. Bébé de podcast. Ouais, qu'on entend gazouiller. Alors peut-être qu'on peut commencer par répondre au nom. Ça a été des brainstorming pendant des semaines. Ouais, transfert. C'est toi qui l'as trouvé au final. En fait, c'est mon mec qui l'a trouvé transfert. Je suis un peu triste de le dire parce que ça n'est pas en phase avec mon féminisme que mon mec fasse mon boulot pour moi. Mais ouais, on était au resto et en fait, on avait passé franchement des semaines à brainstormer. Et notamment, moi, je voulais le nom épisode. Je crois qu'on était d'accord là-dessus, non ? Oui, c'était joli épisode. Mais en même temps, ça... C'était trop commun. C'était trop commun, surtout pour iTunes. Je crois que épisode, ça pourrait être un épisode de n'importe quelle série. Et tout iTunes qui sort. Voilà, si on tape épisode dans une barre de recherche, en fait, il y a tout. Donc, ça ne marchait pas. Ouais, mais non, ce qu'on aimait bien, c'était le côté très narratif. Et puis, c'était le côté, ça ressemblait un peu à Serial, quoi.
qui était notre référence. Le grand podcast américain de NPR. On racontait un peu comme une enquête policière où on retrouvait épisode après épisode des personnages. Effectivement, on avançait comme ça avec eux. Voilà. Et du coup, on avait pensé aussi à un nom qui était le chien assis. Ça, c'était un brainstorming avec tous les rédacteurs de Slate. Et oui, parce que le chien assis, c'est aussi le nom d'une fenêtre. Je tiens à dire que ce n'était pas mon idée, mais c'était une idée qui avait plusieurs soutiens. Et c'est donc le nom d'une fenêtre, c'est un type de fenêtre, le chien assis, comme un vasistas ou autre. Et puis aussi l'idée d'un chien qui regarde ce qui se passe, comme... Je sais pas. Comme dans un dessin de Sampé. Exactement, voilà, il y avait quelque chose d'un peu poétique, un peu... Non mais transfert, c'est très bien. Et puis il y a effectivement la dimension psychanalytique. Oui, voilà, donc pourquoi c'est ça ? C'est la dimension psychanalytique, le fait de pouvoir s'identifier, etc. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question de la part de Raphaël ? Comment faire parler les gens ? Comment faire parler les gens ? Voilà, c'est la grande question. C'est un métier. Oui, voilà, c'est ça. Puis chacun a un peu sa manière. Je sais pas, toi, Baptiste, l'empathie, quoi. Hein, l'empathie, c'est déjà ça. Ouais. L'empathie, être à l'écoute, l'empathie, avoir pas de jugement, laisser parler. Laisser parler. En fait, tout se crée. Quand on interviewe quelqu'un, en fait, on est un peu dans la séduction. C'est une façon de. On veut créer un moment chaleureux, on veut créer de la confiance. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut être agréable, en fait. Il faut simplement savoir regarder, savoir écouter. Et surtout, faut pas avoir peur, en fait, de laisser des blancs, des silences. Quoi. C'est vachement important. Laisser les silences, laisser les gens pleurer parfois, ça arrive. Et du coup, pas juger. Et puis il y a aussi beaucoup un dialogue corporel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est déjà le regard. Moi, le regard. Faut jamais quitter le regard. C'est ça. Et puis quand tu veux relancer tout ça, tu fais des signes. Ça marche beaucoup ça aussi. En fait, quand tu dis ça, tu réponds à deux Margot qui nous ont envoyé des questions sur ça, justement. Et il y en a une qui nous a envoyé sa question en audio. On l'écoute. Ce que j'aime tout particulièrement dans Transfert, c'est l'atmosphère très intimiste que vous arrivez à créer. Et la sensation qu'on est en train de lire les pages d'un carnet secret ou qu'on est en fin de soirée à discuter de façon très intime avec quelqu'un. Et cette sensation, je pense qu'elle est possible grâce à l'effacement total du journaliste, du moins en apparence. Concrètement, comment est-ce que ça se passe, même si tous les journalistes n'ont pas forcément la même méthode? Est-ce que le journaliste demande à ce que l'autre raconte son histoire et l'interrompt seulement pour rebondir sur ce qu'il a dit, ou est-ce que c'est une succession de questions qui sont ensuite coupées? Merci. Elle a une voix magnifique, cette Margot. Alex, je te laisse répondre. En fait, moi, ma façon de travailler, c'est que je vais faire une pré-interview. Du coup, il y a une prise de contact d'abord. Si l'histoire en vaut la peine, on fait une pré-interview, c'est-à-dire que c'est par téléphone ou par rendez-vous, en face à face, je veux dire. Je vais faire raconter l'histoire à la personne et je vais tout écrire. Voilà. Et donc tout est scripté, écrit. Et une fois que ça est fait, ça me permet de mettre en ordre mon histoire, d'écrire ensuite un scénario ou plutôt un séquencier, c'est ce qui se fait dans le documentaire, et d'organiser le récit que je valide avec toi, Charlotte. Voilà, et ensuite je le suis ou je censure. Ou tu censures. Ouais. Et ensuite on suit l'histoire, quoi. Et ce qui joue aussi sur la fluidité, évidemment, c'est la musique. C'est le travail de l'œuvre de Machine de Guerre. C'est ça. aka Pauline Thompson. Comment tu travailles sur la musique? C'est particulier. C'est pas comme parce que t'es musicienne, t'es dans un groupe qui s'appelle Théodore, Paul et Gabriel. Ouais. Mais c'est pas du tout le même travail. Non, c'est même un peu l'inverse, parce que quand on écrit des chansons, on raconte une histoire à travers les paroles. Là, il faut s'adapter à une histoire qui existe déjà et essayer de créer un décor, puisqu'il y a pas c'est que de l'audio, donc il n'y a pas de décor. Donc la musique est censée... est là pour apporter un peu ce décor et participer à la fluidité de l'histoire. Mais c'est vrai, quand on avait un peu réfléchi à la musique, on s'était aussi inspiré de Serial, où la musique crée vraiment aussi l'univers du podcast. Voilà. Est-ce que c'est en l'écoutant que tu sais à quel moment il faudra faire une page de musique, plutôt tel genre d'instrument, plutôt tel genre de mélodie? En fait, souvent, Alex m'envoie un
pré-montage. Une V1, toujours un peu plus longue. Qui donne un peu l'univers de l'histoire. Il y a le rythme aussi de voix qui joue beaucoup, parce que parfois, ça m'était déjà arrivé de composer des nappes qui étaient beaucoup trop rapides dans le rythme, et les gens parlent parfois assez lentement, et du coup ça faisait un truc hyper bizarre dans le rythme ça cassait le rythme de l'épisode. Ou inversement, il y a des gens qui parlent très vite, et donc s'il fait une musique trop lente, ça va pas du tout. Donc voilà, c'est tout ça, c'est s'adapter à l'histoire. Et est-ce que tu penses que ça ressemble plus au travail de composition comme pour un film ? Je pense, ouais, c'est accompagner l'histoire, mettre un peu de tension par moment, souligner un passage. Ouais, voilà. Sans être forcément lourd. Mais ce qu'il y a aussi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est que la musique, elle est dans Transfert, elle est pas là juste pour illustrer, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, elle est partie prenante, quoi, dans la narration, et la musique raconte aussi, comme le dessin, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est complémentaire. Ouais, complètement. Et c'est une chose sur laquelle on a aussi évolué depuis le début, parce qu'au départ, on t'envoyait des épisodes quasiment terminés ou complètement terminés, et tu devais juste poser la musique dessus, ce qui fait que c'était moins entremêlé. Et plusieurs dans l'équipe avaient dit, notamment Caroline Gillet par exemple, qui a réalisé plusieurs des épisodes, et notamment avec Lola Costantini, celui de Gabriel en Inde, qui disait ça a l'air un peu posé dessus, il faudrait retravailler ça. Et donc on a réfléchi, et le processus de travail a changé la manière de composer la musique, parce que tu es arrivé plus tôt dans le processus, et que du coup, effectivement, tu t'imprégnais de l'histoire avant même de composer, et que du coup, il y a une co-réalisation presque entre Alex, par exemple, quand Alex réalise, et toi, quand tu composes la musique. Ouais. On essaie plus de penser le montage et la musique. C'est ça, on s'appelle, il y a beaucoup d'allers-retours. Puis ça arrive aussi de faire des sessions avec le musicien. Moi, je pense avec Maxime Daoud, qui a fait aussi des musiques sur certains épisodes. Ça m'est arrivé d'aller dans son studio pour pouvoir placer la musique avec lui, parce qu'en fait, si vous voulez, ça permet d'être plus complémentaire, et que la musique fasse corps vraiment avec le récit voix. Et est-ce qu'il y a des épisodes qui ont été très difficiles à mettre en musique, ou d'autres où c'est venu complètement facilement ? Ouais. Alors l'épisode de Nathalie, c'est venu très facilement, parce que j'ai adoré son histoire. C'est quoi déjà ? En fait, c'est difficile à raconter sans spoiler. On peut dire qu'elle rencontre quelqu'un sur Internet, qu'elle se lie d'amitié très fortement avec cette personne, et que ça va pas très bien se passer. Ouais. Et elle a un rapport aux mots, aux histoires que cette personne lui raconte, et à l'imagination. Ouais, parce qu'elle elle rencontre jamais cette personne, mais elle s'imagine en fait tout un monde à travers lui. Et j'avais adoré cette histoire, et du coup, c'était très facile de composer la musique dessus. Et c'est amusant parce que Nathalie, si je dis pas de bêtises, est très très mélomane. C'est quelqu'un qui écrit sur la musique. Qui écrit sur la musique, et pour qui la musique tient une place très importante dans sa vie et dans sa relation avec cet ami sur Internet, justement. Et il y en a d'autres, il y en a qui sont très tristes, et en fait, quand c'est très triste, c'est difficile de faire de la musique, parce que t'as pas envie de tomber dans le pathos. Ouais. En même temps, tu vas pas mettre que des accords majeurs. Je pense notamment à Valérie, qui raconte ses fausses couches et sa difficulté de tomber enceinte, etc. Et c'est quand même une histoire très triste, qu'elle surmonte avec beaucoup de courage, mais ça a été difficile de mettre de la musique dessus, parce que justement, on a envie d'être sur le fil comme elle, de montrer son courage, pas de tomber dans le pathos, et voilà. C'est marrant. Tu as mis moins de musique, du coup ? Je sais plus si on a mis moins de musique, mais... Non, mais après, c'est dans la tonalité, quoi. Ouais. Mais sinon, de manière générale, elle reste quand même très intégrée, la musique. C'est ça aussi l'idée dans les épisodes, c'est pas que la musique soit juste transitoire. Et dans les questions qu'on a reçues, on avait aussi une question de Laurent et Constance, qui nous demandaient, par exemple, combien d'histoires par mois on recevait. Alex, t'as une idée ? En fait, ça dépend des histoires diffusées. Parce que une histoire est diffusée, et selon si les gens se reconnaissent beaucoup ou pas, ils vont avoir tendance à envoyer des propositions qui, pour la plupart, vont pas être acceptées, parce que c'est des histoires similaires. Mais du coup, c'est un facteur, en fait, du nombre d'envois, ouais.
Mais du coup, on a peut-être une dizaine de... Mais ouais, ça dépend. Là, ce mois-ci, on a peut-être reçu 4, 5. Ouais. Et on reçoit aussi des messages. Ah oui, ça c'est génial. Ouais. C'est pas des propositions, mais juste des messages, des gens qui nous disent... des gens trop sympas, qui disent merci. Voilà, c'est génial ce que vous faites. Ça nous rend hyper heureux. On est trop contents, nous. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont été réalisées qui, à la base, étaient un mail envoyé, une proposition ? Ouais, il y en a pas mal. Je pourrais pas donner le chiffre, mais il y a par exemple celle de Marion, il y a celle de Julia sur les tourments de sa première histoire d'amour avec son prof. Voilà. Valérie aussi, je crois. On peut envoyer des histoires par mail. Valérie, elle a été proposée. Absolument. Ouais, bien sûr. Et Laurent et Constance avaient aussi une autre question. On se demandait comment vous arriviez à discerner en gros le vrai du faux et comment vous vous assuriez que les histoires étaient véridiques et voilà, et que c'était pas basé sur des élucubrations de mythomanes. Voilà, merci. Et ça, je pense que c'est assez intéressant parce que on fait pas du fact-checking au sens américain ou même dans ce que font les décodeurs du Monde, par exemple. Mais en revanche, comme on passe énormément de temps avec les gens qui nous racontent leur histoire, en réalité, ça se voit très vite quand il y a des choses qui fonctionnent pas, quand il y a des choses qui débloquent dans l'histoire, des choses pas cohérentes. Ouais, et ça nous est arrivé de nous lancer dans une histoire, par exemple, qu'on n'a pas terminée parce qu'on s'est rendu compte, en vérifiant les dates, etc., que c'était faux, que ça collait pas. Et puis ça nous est arrivé à l'inverse, qu'une histoire soit potentiellement vraie. C'était une histoire à toi, Alex, et je voulais pas qu'on la fasse parce qu'on n'avait pas de moyens justement de la vérifier. C'était l'histoire d'un... Tu veux raconter ? Celle de Jean-Claude Benjamin, Van Damme. c'est ça ? Ouais. Benjamin, ouais, c'est une histoire assez loufoque. Il a vu une proposition de boulot sur une page Facebook ou un groupe. Et c'était une proposition de réalisation pour Jean-Claude Van Damme. Et du coup, il a répondu. Ça a traîné pendant quelques temps, et puis il a eu un retour. Et il a fini par avoir un rendez-vous à Los Angeles chez Jean-Claude Van Damme. Et donc, et dans cette maison, on connaît tous Jean-Claude Van Damme et son côté un peu particulier. Et il va se passer des choses un peu folles, quoi. Voilà. C'est un peu un rendez-vous dans l'espace, quasiment. On est ailleurs. Le seul qui pouvait témoigner, c'était Van Damme. C'était Van Damme, mais encore une fois... Il n'était pas dispo pour le fact-checking de transfert. Mais même lui, tu peux douter aussi de ce qu'il dit. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a entendu une autre histoire de quelqu'un qui avait soi-disant rencontré aussi Jean-Claude Van Damme, mais c'était 2 histoires différentes, donc on ne pouvait pas les croiser, on pouvait pas... Voilà, donc en gros, on vérifie de cette manière-là. Et maintenant, on peut écouter une question de Gara. Bonjour, je suis une auditrice qui habite en Afrique, précisément au Burundi. J'adore les histoires que vous nous faites partager et j'ai surtout aimé cette histoire de cet homme qui était parti en voyage en Inde. Et comment choisissez-vous vos histoires ? Est-ce que vous faites une sorte d'appel à témoins à histoire ou vous faites une sorte de casting ? Ou vous allez au-devant des gens et vous leur demandez de vous raconter une histoire intéressante ? Ou c'est des gens qui viennent vers vous, qui vous dit, on a une histoire intéressante à raconter. Et comment, la deuxième question concerne la réalisation. Est-ce que c'est dans un studio ou vous allez retrouver les gens chez eux ou dans un bar ou dans un resto? Et mes remarques, c'est est-ce qu'on peut avoir des histoires plus d'hommes qui se racontent? Parce que j'ai l'impression que la plupart des histoires, ce sont des femmes qui partagent leur expérience, leur vie. Ma seconde remarque, j'espère qu'elle ne heurtera pas la susceptibilité française, mais est-ce qu'on peut avoir des histoires de personnes, de groupes d'origines différentes qui habitent en France, d'origine maghrébine, africaine, chinoise ou japonaise, toutes ces gens qu'on voit quand on est en France, qu'on rencontre. Et est-ce qu'on peut avoir aussi des histoires de différents groupes d'âge, par exemple des histoires de femmes, d'hommes qui ont 60, 80, 70 ans, ou des jeunes, des adolescents. Et je vous remercie d'avoir imaginé et conçu cette émission. Au plaisir de vous écouter encore.
Super message. Oui, c'est hyper émouvant, je trouve, de recevoir des messages et puis de loin en plus et de se dire qu'on est écouté un peu partout. Donc merci beaucoup pour ce message. Pas mal de questions du coup dedans. La première, c'est l'appel à témoins à Histoire. Où est-ce qu'on fait des castings ? Et je pense que c'est un peu les deux en fait. C'est-à-dire qu'on dit à la fin de chaque épisode, je dis dans ma voix, dans le pied, si vous avez des histoires, racontez-nous, écrivez-nous, etc. Donc ça, c'est des appels à témoins. Mais après, ce que notre auditrice appelle casting, c'est un peu ce qu'on fait même après les appels à témoins. C'est-à-dire dès qu'on voit quelqu'un, qu'on écoute sa voix, qu'on écoute sa manière de parler, son potentiel narratif, c'est une forme de casting en fait. Ouais, dans la prise de contact. Dans la prise de contact, on va savoir si la personne parle bien, est à l'aise aussi avec son histoire, part pas trop dans tous les sens. Et puis ensuite, il y a aussi la pré-interview, j'en parlais tout à l'heure, qui là aussi joue un rôle important dans le choix des personnes. Et puis donc il y avait une question sur la réal, est-ce qu'on le fait en studio ou pas ? On fait souvent en studio les épisodes. En fait, au début, on faisait beaucoup chez les gens. C'est pour ça que Baptiste, on t'entendait tout à l'heure discuter avec Hugo. Vous étiez dans son appartement, d'où le fait que tu as pu voir qu'il avait une affiche d'Antonin Artaud chez lui. Mais c'est vrai qu'en fait, on s'est dit que pour des questions de confort sonore, et puis il y a aussi une logique de dispositif. C'est un peu ce que Depardon raconte quand il parle de son dernier film Les Habitants, où il a fait monter des gens dans une caravane pour les filmer et pour leur permettre de poursuivre la conversation qu'ils avaient dans la rue devant sa caméra. Et en fait, il y a la directrice de casting de ce film, Judith Chalier, explique qu'elle parlait à des gens dans la rue et que parfois ces gens disaient « moi je veux bien venir », mais jamais je parle de ma vie privée. Et ils montaient dans la caravane et directement, ils se mettaient à raconter toute leur vie intime. Et il y a quelque chose vraiment propre au dispositif qu'avait installé Raymond Depardon, qui était très fort et qui permettait aux gens de parler. Alors évidemment, on n'est pas Raymond Depardon, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a quelque chose dans le dispositif. Où est-ce qu'on fait parler les gens ? Comment on les fait parler ? Comment on les regarde ? C'est ce dont vous parliez tous les deux, Baptiste et Alex, tout à l'heure. Comment on maintient leur regard ? Comment on est dans l'empathie, etc. Mais ça joue aussi effectivement sur le lieu. Et nous, on trouve que en studio, ça permet de faire émerger une parole différente, peut-être plus confiante, peut-être plus introspective. On est hors de chez soi, on est en confiance, quoi. C'est un vrai défi parce qu'on pourrait aussi penser que on se sent moins bien, moins en confiance quand on n'est pas chez soi, sur son canapé, et que venir dans un studio, c'est aller dans un lieu étranger, plus risqué. Donc c'est une vraie question. En fait, de la même manière qu'on parlait de transfert tout à l'heure sur le côté psychanalytique, je pense qu'il y a un peu ce côté neutralité du lieu, comme quand on va chez son psy. Alors évidemment, on n'est quand même pas diplômé ni en psychiatrie ni en psychanalyse, mais je pense que parler dans un autre lieu, alors c'est sûr que ça crée d'autres difficultés. C'est vrai aussi que aller chez les gens, ça peut en plus faire émerger des idées qu'ils ont. Ils peuvent regarder des objets, comme avec Antonin Artaud justement. Ils peuvent regarder des choses et faire émerger des souvenirs et nourrir comme ça l'interview. C'est autre chose, quoi. Et ça se fait ici, dans ce studio ? Oui, il y a ce studio-là, et puis... Donc là, on est à Pigalle, ouais. Dans le studio de David Stank. Et il y en a un deuxième vers Bercy. Voilà, donc on alterne selon les dispos. Mais aussi, ça arrive de tourner chez les gens, et notamment quand on tourne en province, parce que oui, il y a des histoires qui ont été tournées en province, même si on nous critique sur ça. Et je pense notamment à celle de Philippe, le supporter de foot, où j'ai tourné chez lui. Voilà, c'était dans sa chambre, et puis aussi dans son salon, puisqu'on a regardé le match. Il y avait de l'ambiance aussi prise sur place. Donc voilà, c'est aussi différent. Et du coup, il y a effectivement cette question de la diversité, donc diversité géographique, diversité d'âge, diversité de couleur de peau, etc. Et alors, c'est vrai que je pense sur la diversité géographique, en réalité, elle est plus grande que ce qu'on peut croire, parce que on a tourné un peu partout, on a des histoires... alors, c'est vrai qu'au départ, il faut quand même dire que quand on a commencé à chercher des histoires, on a cherché dans nos cercles. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Paris, il y avait beaucoup de milieux semblables à ceux qui sont les nôtres, à savoir des milieux de journalistes, etc. Mais on a quand même étendu notre zone progressivement. Et puis, on aimerait beaucoup entendre des ados aussi. Là, l'auditrice nous parlait plutôt de personnes âgées, mais moi, j'adorerais... Donc, si vous avez des histoires d'ados, envoyez-les nous. J'adore entendre les ados, je trouve que c'est génial et c'est un rapport au langage assez différent et c'est très riche d'histoire. Et puis... il y a la diversité homme-femme.
Et alors effectivement, ça, je relisais il y a quelque temps un livre d'une chercheuse du CNRS qui s'appelle Janine Mossus-Lavaux et qui a écrit un bouquin dont le titre est un peu pourri, qui était genre « Les femmes ne sont pas des hommes comme les autres » ou un truc comme ça. Et le premier chapitre est consacré à la parole de l'intime. Et elle explique en fait dedans à quel point les femmes parlent plus facilement que les hommes parce que tout simplement, on est cantonné à la sphère privée depuis des siècles. Donc on est tout le temps ramené à l'intime. On est tout le temps ramené à notre corps. Donc on est tout le temps dans une parole de l'intime. Et je pense que c'est aussi plus facile pour les femmes de se dire, en fait, je vais raconter ça. Parce que le patriarcat étant ce qu'il est, les hommes sont censés être virils et forts et donc jamais pleurer, jamais trop d'émotions. Et ça bride la parole. Et c'est rigolo parce que du coup, je me replongeais dans ce livre de cette chercheuse. Et il y a énormément de couples qui se plaignent justement de ça et où les femmes souffrent d'être avec des hommes qui ne parlent pas. Et je pense que c'est ça qu'on ressent vraiment très, très fortement. Il y a plus de femmes qui nous écrivent. Dans toutes les questions qu'on a reçues, par exemple, que ce soit écrites ou sonores, c'était des femmes. Et même pour Constance et Laurent, puisqu'ils étaient deux, c'est Constance qui a pris la parole, manifestement. Mais voilà, on est évidemment très pour entendre des hommes, et des hommes qui ont envie de se livrer, qui ont envie de nous raconter des choses intimes. On est très, très preneurs. Mais il y en aura dans les prochains épisodes. Voilà. Je peux vous le dire. Ouais, c'est ça. Des hommes arrivent. Voilà, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Et du coup, maintenant, on va entendre Mugluk, qui habite au Canada, qui est l'illustratrice de tous les épisodes de Transfert. Formidable dessinatrice. La formidable dessinatrice. C'est tellement beau ces dessins. Ouais. C'est on a très, envie de les encadrer. Oui, c'est vrai, c'est très très beau. C'est vrai, on devrait lui demander ça. Et tapisser les murs de Slate des dessins de Mugluk. Très bonne idée. Et donc, je lui ai parlé, je l'ai appelé par FaceTime. Et on a parlé du premier épisode qu'elle a entendu, qui était évidemment le tout premier épisode de la série, celui réalisé par Baptiste, sur Hugo. C'est ça, j'ai trouvé l'histoire complètement folle. Et je me suis dit, mais ça ferait une illustration magnifique. Et après Transfert, je trouvais que l'idée de série, d'en avoir plusieurs, en fait, qui est vraiment plein d'histoires, chaque 2 semaines, comme ça, je trouvais ça... En fait, je trouvais ça super intéressant. Puis pareil, je trouve que c'est challengeant parce qu'à chaque fois, il faut se renouveler, en fait. Et alors, comment tu fais justement quand tu écoutes une histoire ? Par exemple, là, tu dis, Hugo, le premier épisode. Du coup, en fait, quand on est entré en contact, moi, je t'ai envoyé cet épisode pour te dire, voilà, ça va ressembler à ça. Est-ce que ça te dit de devenir l'illustratrice de ce podcast-là ? Donc, tu as écouté et tu as tout de suite des images en tête quand tu écoutes une histoire ? Tu as tout de suite des possibilités d'illustration ou... Ça fonctionne un peu par étapes, c'est-à-dire que le podcast, l'histoire, je vais l'écouter plusieurs fois. Je vais faire une première écoute vraiment posée dans mon canapé ou dans mon fauteuil. Enfin, vraiment, je l'écoute. Puis, en fait, je l'écoute une deuxième fois où là, je vais vraiment plus prendre des notes où je vais noter une phrase que j'ai trouvée pertinente ou une idée ou juste des petits mots comme ça. Et après, je commence à réfléchir. Mais les images viennent assez vite parce que moi, je me fais un film en fait dans la tête aussi. Enfin, je me fais des images. C'est un peu cinématographique, quoi. Le podcast, c'est ça. Il y a beaucoup de détails dans la spatialisation. Pour que justement on situe l'histoire et tous ces petits détails là après graphiquement c'est hyper enrichissant en fait. Et il y a un épisode que tu as préféré illustrer ou qui a été plus dur que les autres ou... Je pensais à ça tout à l'heure et je me disais justement que le podcast que j'avais trouvé difficile plus émotionnellement disons c'était l'épisode avec je pense que c'est Marion, c'est les enfants c'est ces enfants morts à la naissance. Ah non, c'est Valérie. Ouais, et j'ai trouvé ça super difficile. C'était très triste, mais en même temps plein d'espoir, mais quand même très triste à la première écoute. J'étais un peu plombée. Ouais. Et puis et en plus c'est la seule illustration que j'ai faite en noir et blanc. Parce que j'arrivais pas à imaginer ça en couleur, je pense. Oui, c'est vrai qu'on avait eu cette discussion sur le rapport à la mort et sur comment le représenter sans être effectivement trop
trop douloureux et sans jouer non plus l'effet de repoussoir pour les auditeurs, quoi, qui se disent pas en arrivant, oh là là, je vais pas écouter celui-là parce qu'il est trop triste. Ouais, parce que c'est trop triste et que ça va me déprimer. Ouais. Et c'est vrai que tes illustrations, c'est aussi la première porte d'entrée. Et c'est pour ça que c'était hyper important quand on a pensé les pages articles dans lesquelles on met les podcasts au départ, de laisser une grande place à l'illustration parce que on n'a pas beaucoup l'habitude, en fait, on est dans un monde très visuel, quoi. Et du coup, faire des sons purs, entre guillemets, c'était pas envisageable pour nous. Et donc, on voulait vraiment une porte d'entrée visuelle qui soit forte et qui soit accueillante en quelque sorte. Tu réfléchis beaucoup à l'atmosphère en tant que telle quand tu dessines ? Oui, toujours. En fait, je pense que c'est ça, autant avec la couleur, mais je pense que c'est à chaque fois ce que j'essaye de me dire, c'est ça, c'est qu'il faut suggérer sans trop montrer, sans trop en dévoiler en fait sur l'histoire, mais juste donner un espèce d'avant-goût, de donner envie de l'écouter, mais pas montrer exactement ce qui va se passer. Donc parfois j'aime juste mettre des détails un peu pas cachés parce qu'ils sont visibles, mais qu'on puisse revenir après l'écoute du podcast et regarder l'illustration en se disant en fait j'ai compris maintenant ce que l'illustration montre en fait. Voilà, je crois que maintenant vous savez tout de nos secrets, de nos coulisses sur Transfert. Mais oui, les secrets sont faits pour circuler. En tout cas, il faudra en réinventer quelques-uns l'année prochaine. Il reste encore du mystère. La saison 2 commence tout de suite, on ne part pas en vacances. Je suis désolée si j'ai fait des frayeurs à certains auditeurs en disant que c'était la fin de la saison 1. Mais je profite juste de cet anniversaire, de cette fin d'année, pour remercier tous ceux qui ont travaillé sur Transfert. Jean-Baptiste Aubonnet au mixage, Dorian Fizel pour le jingle, Maxime Daoud, David Stank pour la musique, Guillaume Jaoul, Fred Como pour les ingé-sons qui nous ont accompagnés à chaque fois en studio, et pour les histoires, Agathe Le Taillandier, Sarah Lou Lepers, Caroline Gillet, Lola Costantini, Julia Vergely, Robin Pamphili, Vincent Manilève, et autour de cette table, avec moi, Baptiste Etchegaray, Alexandre Moniol et Pauline Thompson. Merci. Merci. À très vite. Merci. À très vite. On vous embrasse. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.